vais commencer alors à présenter la conférence de ce soir dans le cadre des conférences du groupe Provence et cette fois-ci, c'est la première fois que nous le faisons avec le groupe Provence de l'Association aéronautique et astronautique de France, 3AF, et nous avons choisi d'aborder le sujet de la révolution énergétique de l'hydrogène. Alors ce soir, c'est Thierry Priem du CEA qui va nous présenter la filière hydrogène et la stratégie nationale de promotion et d'utilisation de l'hydrogène. Et la semaine prochaine, c'est Paul Paliès qui nous parlera des enjeux et des verrous de l'utilisation de l'hydrogène dans l'aéronautique, et cela depuis le Space Institute de l'Université du Tennessee. Mais rassurez-vous, la conférence sera en français quand même. Je vous incite donc à garder les questions qui relèvent des turbines à hydrogène pour la conférence de la semaine prochaine, du 27 mai. Alors, avant de passer la parole à Thierry Priem, que nous connaissons déjà, puisque c'est lui qui nous a fait une conférence sur la question du stockage dans l'intégration des énergies renouvelables le 19 novembre dernier, je veux présenter le programme de nos conférences jusqu'à la fin de l'année. Alors, au-delà du 27 mai dont je viens de parler, le 24 juin, nous aurons une conférence de Laurent Certa et Pierre-Étienne Caligna d'EDF sur l'exploitation des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans, un challenge industriel sans précédent. En septembre, le 23, en principe, nous aurons une conférence de Loïc Rocard, le président de Technicatome, sur les projets de Technicatome et les perspectives des petits réacteurs. Le 15 octobre, c'est notre journée de colloque sur l'électronucléaire dans le monde, avec des intervenants pour la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe et la France, bien entendu. Le 25 novembre, nous aurons une présentation d'EDF sur la FARN, la force d'action rapide nucléaire, et donc la gestion de la crise nucléaire. Et nous gardons pour l'Assemblée générale en décembre une conférence mixte d'Orano et d'EDF sur la valorisation des métaux de très faible activité issus du démantèlement des installations nucléaires, que ce soit donc celles du cycle du combustible ou des installations de production d'électricité nucléaire. Alors, en ce moment, nous sommes en train de rajeunir notre site web au sein du site de la SFEN.org, la SFEN centrale, et nous espérons que dès septembre, vous pourrez vous tenir au courant de nos activités et retrouver les enregistrements des conférences passées. Alors, avant de commencer l'exposé de cette conférence, je vais passer la parole à Valérie Faudon, déléguée générale de la SFEN, pour qu'elle donne en quelques mots l'avis de la SFEN sur les conditions de réussite de l'emploi de l'hydrogène comme vecteur d'énergie décarboné en France et en Europe vis-à-vis du climat. Alors, cet avis a été élaboré par le groupe technique 15 de la SFEN qui s'appelle Nucléaire, renouvelable et système énergétique bas carbone. Donc, je donne la parole à Valérie Faudon. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, en effet, je suis aussi très heureuse d'accueillir Thierry à la SFEN. Ça fait déjà, je pense que la deuxième fois en un mois qu'il parle, puisqu'il s'est exprimé lors de notre convention nationale à l'occasion pour le groupe Rhône. Donc, en effet, la SFEN vient de sortir un avis de notre section technique 15 et la mission de cette section technique, c'est de travailler sur l'intégration du nucléaire au sein non seulement du système électrique, mais du système énergétique complet. Voilà. Et donc, le premier papier sorti, c'est un papier sur justement le rôle du nucléaire pour la réussite de l'ambition hydrogène française dont parlera Thierry. Donc, je voudrais partager avec vous 2-3 slides de ce papier, tout en si vous n'avez pas assisté aux présentations, en vous encourageant à aller le lire et le retrouver sur le site de la SFEN dans la section Nos travaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé à partir, vous me dites si vous voyez bien la présentation, on a travaillé à partir de 2 extraits du discours d'Emmanuel Macron dans son fameux discours du Creusot en décembre, voyez, avec la conviction que la filière nucléaire est essentielle
pour le développement de l'ambition en matière d'hydrogène qui est portée par le gouvernement et qu'aucun pays européen ne peut produire de l'hydrogène avec un mix électrique décarboné comme nous pouvons le faire grâce au nucléaire. Donc, la conviction que notre parc nucléaire a un atout pour que la France réussisse justement à prendre une place, comme nous allons le voir, dans le futur marché qui est en train de se développer au niveau mondial. Ça, c'est la conclusion de l'étude, donc je commence par là. Donc, vous allez voir qu'on a en effet un atout avec notre électricité de base nucléaire et renouvelable pour réussir dans notre stratégie d'hydrogène, évidemment d'hydrogène bas carbone, comme on va le voir, mais aussi où on a donc une ambition, c'est de se positionner sur un marché mondial où il y a actuellement de grands acteurs qui se positionnent et où on va devoir s'intégrer. Voilà. Alors, la première partie de la note, comme vous le verrez, je vais vous présenter une slide sur chacune des parties. Donc, première partie, c'est un travail qui a été fait avec un des collègues de Thierry, qui est Laurent Anthony du CEA, c'est qu'il a regardé au niveau européen, parce que les Européens adorent l'hydrogène renouvelable. Il y a d'ailleurs eu hier un vote au Parlement européen pour savoir si l'hydrogène bas carbone mais non renouvelable pouvait recevoir des crédits européens. Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, le vote a été donc favorable. Et donc, au niveau européen, on parle surtout d'hydrogène renouvelable. Voilà. Donc, les objectifs qui ont été donnés, donc vous voyez, c'est 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable par an en 2030, uniquement en solaire et éolien. Et donc, on a fait le calcul. Ça représenterait 220 gigawatts additionnels de puissance éolienne et solaire, soit une fois et demie le parc actuel. Donc, on voit bien que c'est juste pas possible d'atteindre les objectifs de production d'hydrogène bas carbone uniquement avec des renouvelables en Europe. Et on voit déjà arriver des stratégies d'importation extrêmement fortes. Donc, vous voyez, ça, c'est un papier qui s'appelle Green Hydrogen for European Green Deal, où on voit déjà qu'il prévoit 40 gigawatts d'électrolysés en Europe et 40 gigawatts importés, donc hors de l'Europe. Et puis, le plan hydrogène allemand qui a été doté de 9 milliards d'euros en juin 2020, dont 2 milliards d'euros pour développer des collaborations internationales. Ça a mis la mise en place de supply chain pour faire de l'importation d'hydrogène renouvelable. Voilà. Donc, on a un risque de devoir remplacer une dépendance actuelle aux énergies fossiles par une nouvelle dépendance à l'hydrogène renouvelable importé. Donc, c'est vraiment le grand enjeu pour nous aujourd'hui. Donc ça, vous verrez ça dans la note. La deuxième partie de la note, qui est, je trouve, fait l'objet de nombreuses discussions dans le groupe de travail, mais sur lesquelles donc, on s'est mis d'accord, c'est d'imaginer 3 types de couplage entre le nucléaire et l'hydrogène, en particulier pour la France. Ça, c'est vraiment pour la France, puisqu'on a la chance d'avoir une électricité décarbonée sur l'ensemble de notre réseau. Donc, 3 modes de couplage avec 3 temporalités différentes. Donc, le premier mode de couplage, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir faire l'électrolyse, que ce soit à basse température ou à haute température. Et je pense que Thierry nous en parlera, sur le lieu de consommation, donc en utilisant l'électricité bas carbone du réseau. Et ça, c'est un double avantage. Le premier, c'est que le taux de charge des électrolyseurs peut être extrêmement important. Donc, on peut baisser le coût de l'hydrogène produit par l'électrolyse par un facteur de charge extrêmement important des électrolyseurs. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas les coûts de transport de l'hydrogène. Enfin, l'hydrogène peut être fabriqué sur le lieu de consommation. Donc, il y a un avantage coût pour se rapprocher du coût de l'hydrogène produit actuellement par le fossile. Alors, ce qu'on voit à moyen terme, c'est un couplage plus fort. Donc, en gros, c'est d'aller chercher la vapeur aussi dans les réacteurs nucléaires, donc pour faire de l'électrolyse haute température. Donc là, on peut dire qu'on mettrait les électrolyseurs sur le lieu même du site nucléaire. Donc ça, on le voit plus tard, donc sur des nouveaux réacteurs REP, à condition d'avoir donc conçu le réacteur dès le départ pour un couplage de ce type. Et beaucoup évidemment sur les SMR, dans la mesure où ça permettrait d'envisager une boucle énergétique locale où on puisse avoir de la chaleur, de l'hydrogène, de l'électricité. Dans le troisième horizon, c'est un couplage Gen 4, qu'on voit plutôt donc évidemment deuxième partie du XXIe siècle, avec des réacteurs haute température
et donc des cycles thermochimiques. On casse la molécule d'hydrogène. Donc, ma connaissance, mais Thierry nous en dira plus, il n'y a pas de recherche en France sur le sujet, puisqu'il y avait il y a un groupe de travail qui avait regardé ça au début des années 2000 et qui avait conclu qu'il y avait quand même un certain nombre d'enjeux. Mais il y a de la recherche actuellement sur ces sujets au Corée, Canada et Japon. Voilà. Un dernier point donc, qui correspond à la partie 3, et c'est pour motiver tout le monde sur l'hydrogène. Donc, pour produire de l'hydrogène, de l'hydrogène bas carbone, il faut beaucoup, beaucoup d'électricité. Donc, actuellement, dans la stratégie nationale bas carbone qui a été publiée par le gouvernement au début de l'année dernière, il évalue la demande d'électricité à 50 TWh en 2050 pour la production d'hydrogène par électrolyse. Mais avec la nouvelle stratégie hydrogène qui a été donc publiée au mois de septembre, et donc un rehaussement des ambitions françaises en matière d'hydrogène. RTE, actuellement, dans son bilan prévisionnel 2050, va étudier une variante qui s'appelle la trajectoire hydrogène plus, avec une accélération de la filière hydrogène qui conduirait à 120 TWh en 2050 de consommation d'électricité, à la fois une utilisation plus forte, une part de marché plus forte de l'hydrogène, en particulier dans les transports lourds et dans la décarbonation de l'industrie, mais aussi la production de combustibles de synthèse pour des secteurs difficiles à décarboner, en particulier le transport aérien et maritime. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous invite à aller voir la note qui fera le lien entre, je pense que ce que Thierry va nous présenter, et puis le nucléaire. Voilà, je vous remercie à tous et puis je vais rester donc pour vos questions jusqu'à la fin de la réunion. Merci, au revoir. Oui, donc bonjour à tous. Merci Valérie pour cette introduction. Donc j'espère que, premièrement, vous m'entendez tous bien et que, deuxièmement, vous voyez bien en plein écran ma présentation pour le moment. Ah, donc, mais c'est en plein écran, hein, donc très bien. Oui, oui. Donc, merci. Donc, les quelques mots d'introduction sont un petit trailer pour ma présentation. Donc, moi, je vais rentrer un peu dans le détail de la filière hydrogène. Hein. Ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, alors, on va rentrer dans le vif du sujet, avec les éléments un petit peu d'actualité, hein, qui concernent la stratégie nationale autour de l'hydrogène, en particulier le plan hydrogène inclus dans le plan de relance France Relance. Donc, ce plan a été présenté par les ministres Bruno Le Maire et Barbara Pompili en septembre dernier. Donc, les principales mesures de ce plan hydrogène, c'est déjà en termes de budget, la mise en place d'un budget de 7,2 milliards d'euros sur la décennie à venir, dont 3,4, donc à peu près la moitié, sur la période 2020-2023. Donc, à comparer aux 9 milliards du plan hydrogène déployé par l'Allemagne sur la même période. Ce plan s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est décarboner l'industrie nationale en faisant émerger une filière française de l'électrolyse avec comme objectif de déployer 6,5 gigawatts d'électrolyseurs à l'horizon 2030, ce qui correspond un peu moins à une production d'1 million de tonnes d'hydrogène par an. Le deuxième axe, c'est la mobilité lourde. Alors, quand on parle de mobilité lourde, on parle de mobilité terrestre, donc typiquement les camions, les bus, les autocars, mais c'est aussi le maritime, le ferroviaire et l'aéronautique. Et l'aéronautique, je vous renvoie donc à la présentation que fera Paul Paliès la semaine prochaine. Et puis, pour atteindre ces 2 principaux objectifs, il y a un besoin de soutenir la recherche, l'innovation et le développement pour que l'industrie nationale soit compétitive. Alors, ce plan hydrogène de 7,2 milliards d'euros, hein, c'est vraiment décarboner l'industrie. Donc, c'est vraiment la priorité. Comme vous le voyez ici sur le petit camembert, c'est les 3/4 du budget vont être alloués à cet axe, vraiment axe prioritaire. Le second, c'est la mobilité décarbonée grâce à l'hydrogène, donc la mobilité lourde, avec comme objectif d'économiser 6 millions de tonnes de CO2 à la fin de cette décennie. Et puis, de préparer l'avenir, hein, de préparer le déploiement de cette industrie sur le territoire national, avec comme ambition que cela puisse créer entre 50 et 150 000 emplois dans les 10 années à venir. Alors, bien évidemment, tout ça se fait en étroite cohérence et concertation avec nos partenaires européens.
Alors, d'un point de vue plus pratique, hein, il faut bien des outils de financement pour mettre tout ça en musique. Donc, sur la période 2020-2023, donc, pour laquelle 3,4 milliards d'euros ont été dédiés, et vous voyez sur ce schéma qu'il y a un certain nombre d'outils de financement qui sont d'ores et déjà mis en place, qui vont de l'innovation jusqu'au déploiement de démonstrateurs. Donc, on retrouve en haut un programme d'équipement prioritaire de recherche, hein, donc doté de 80 millions d'euros. Là, on est vraiment sur la recherche amont, hein, donc drivé par le CEA et le CNRS. Si on monte dans des développements technologiques un peu plus matures, vous avez les 2 appels à projets de l'ADEME, donc en rouge, donc sur les briques technologiques d'une part, et le deuxième sur les écosystèmes territoriaux, où là, c'est vraiment des projets de démonstration d'écosystèmes de l'ensemble de la filière hydrogène pour différents types d'applications. Et puis, ce qui est important de noter, c'est ce que vous avez là ici, l'IPCEI. L'IPCEI, ce sont les grands programmes structurants européens. Donc, il en existe déjà 2 sur les batteries. Celui-là, c'est un 3e qui est en construction sur l'hydrogène. Alors, un IPCEI, c'est un outil de financement que met en place la Commission européenne qui autorise les États membres à aller au-delà de la sacro-sainte règle européenne qui consiste à limiter les aides publiques pour les industries nationales. Donc, dans ce cas-là, dans le cas où on fait la démonstration qu'il y a vraiment un intérêt européen pour la compétitivité européenne, eh bien, l'Europe accepte, sous réserve que les projets soient transnationaux, bien évidemment, que les différents États, donc les DGE des différents États, mettent la main à la poche. Et là, dans le plan hydrogène, eh bien, donc le gouvernement a dédié 1,5 milliard d'euros à ce futur IPCEI qui devrait donc démarrer dans le courant de l'année 2022. Alors, l'hydrogène, c'est bien, là, on était directement dans le vif du sujet, mais finalement, l'hydrogène, c'est quoi cette bête-là? Et surtout, quelle est un petit peu son histoire? Alors, l'histoire de l'hydrogène, de sa découverte, plus principalement, elle remonte à la fin du XVIIIe siècle, donc, où un Anglais, Henry Cavendish, met en évidence qu'il y a différents gaz, ce qu'il appelle des airs, en fait. Donc, il y en a un qui est très, très léger, qu'il appelle l'air inflammable, et qui se distingue de ce fait à l'air commun, donc l'air atmosphérique que l'on respire, mais il le met en évidence, mais il n'est pas vraiment capable d'en évaluer un petit peu ses propriétés, ni ses caractéristiques chimiques. Il faut attendre quelques années, donc 1783, pour qu'Antoine Lavoisier, le grand chimiste, découvre que ce gaz, en fait, eh bien, il réagit avec l'oxygène pour produire de l'eau et il le baptise hydrogène, comme son nom l'indique, veut dire formeur d'eau. Donc, on veut dire que les fonds baptismaux de l'hydrogène, c'est vraiment à cette fin du XVIIIe siècle où il est identifié en tant que tel et nommé de son nom actuel. Alors, ça, c'est la découverte de l'hydrogène. Toujours à cette fin du XVIIIe siècle, on a deux savants hollandais, donc Jean-Rudolf Deiman et Adrian Pats van Trotswijk, qui réalisent une toute première électrolyse de l'eau, alors avec les moyens du bord de l'époque, parce qu'en 1789, on n'a pas de batterie. L'électricité est uniquement statique. Il faut attendre 1800. Donc 1800, c'est l'invention de la première pile électrique, la pile de Volta. Au préalable, la seule façon de stocker de l'énergie, c'était sous forme électrostatique dans l'ancêtre d'un condensateur qui est en fait une bouteille de LED. Voilà. Donc ces deux savants, finalement, sont capables, durant un temps très court, de décharger cette bouteille de LED dans de l'eau et de constater qu'effectivement, il y a des bulles de gaz qui se forment, mais sans forcément, comme le temps est très court, ils ne sont pas capables d'interpréter ce qui se passe réellement. Donc, il faut attendre quelques années. Donc, 1800, c'est une date, donc 1800, l'invention de la pile de Volta. Et donc, quelques mois après l'invention de la pile de Volta, 2 savants anglais, Nicholson et Carlyle, réalisent la première électrolyse de l'eau, donc par courant continu. Mais il faut attendre un certain nombre d'années, donc la fin du 19e siècle, en fait, pour que la production d'hydrogène par électrolyse devienne un procédé industriel. Et donc, c'est un Russe, Dimitri Lachinov, qui développe les premiers électrolyseurs industriels, dont vous avez une illustration donc, sur la droite de la slide.
Et puis, donc ça, c'est l'hydrogène. Maintenant, son usage en tant qu'énergie, est-ce que c'est quelque chose qui est relativement récent, hein, depuis ces dernières décennies dont on parle beaucoup d'hydrogène, mais en fait, au début du 19e siècle, à peu près jusqu'au milieu du 20e siècle, eh bien, on utilisait ce qu'on appelait le gaz de ville à l'époque. Hein, donc, c'est ce fameux gaz qu'on retrouve encore sur les petites pancartes qu'on a sur certains immeubles dans nos villes, eau et gaz à tous les étages. Bon, ce gaz de ville, c'était le moyen d'apporter de la lumière. Hein, donc, c'était les fameux réverbères avec les allumeurs de réverbères, comme on voit sur la photo. Donc, mais c'est aussi l'eau chaude sanitaire et aussi les moyens pour faire de la cuisine. Donc, mais qu'en était-il de ce gaz? En fait, ce gaz, c'était un peu comme M. Jourdain. Nos parents, nos grands-parents utilisaient ce gaz de ville, en fait, qu'on appelait le gaz à l'eau, hein, donc sans le savoir, parce qu'en fait, comme on le voit, ce gaz qui était fabriqué à partir de charbon, par gazéification du charbon, en fait, contenait à peu près 50% d'hydrogène. Ce que vous voyez là sur les deux illustrations, c'est et peut-être certains d'entre vous se souviennent que dans les villes d'avoir c'est ce qu'on appelait des gazomètres, donc ces gros cylindres. Hein. Moi, quand j'étais gamin, effectivement, je me souviens que chez moi, pas très loin de chez moi, on le voyait. On voyait ce gazomètre, donc ces gros cylindres que vous voyez ici. Donc là, c'est l'usine qui produisait le gaz de ville pour Paris. Donc ces gros cylindres qui montaient, qui descendaient, finalement, ces sortes de pistons en fonction de la quantité de gaz produit. Et donc là, sur la photo, c'était l'usine de production qui alimentait Paris, qui était basée à Saint-Denis. Le centre de recherche d'Engie était jusqu'à très, très récemment en face de cette usine, qui aujourd'hui n'existe pas, bien évidemment, et qui a été remplacée par le Stade de France. Sur les usages piles à combustible, c'est un juriste de son état, William Grove, qui invente en 1839, donc à la suite de l'intérêt des savants sur l'électrochimie. Donc, à partir de Volta, tout le monde a essayé un certain nombre de différents couples électrochimiques pour voir si on pouvait produire de l'électricité. Grove, lui, son originalité, c'est d'utiliser des matériaux qui n'étaient pas des matériaux solides, qui étaient deux gaz, en fait, comme deux gaz réactifs, l'hydrogène et l'oxygène. Et bien, il démontre que si on met effectivement dans un récipient deux éprouvettes, l'une contenant de l'oxygène, l'autre de l'hydrogène, et si on les relie un petit système électrique, en l'occurrence un électrolyseur, eh bien, on fait une électrolyse et on reproduit de l'oxygène et de l'hydrogène. Mais les vraies applications de la pile à combustible doivent attendre les milieux du XXe siècle, en fait, avec les grands programmes spatiaux américains. Donc, vous voyez là les trois grands programmes qui ont utilisé des piles à combustible. Donc, le programme Gemini dans les années 60, le programme Apollo de conquête de la Lune dans les années 70, et puis plus récemment, le programme de la navette spatiale qui utilisait lui aussi une technologie de pile à combustible. Donc, si on revient maintenant à notre époque, donc aujourd'hui, qu'en est-il de la filière hydrogène? En fait, l'hydrogène n'est pas sous forme H2, sous forme de la molécule H2, donc de dihydrogène, n'est pas une molécule que l'on trouve très facilement à l'état natif sur Terre. Donc, il faut le produire à partir de sources qui elles-mêmes comportent de l'hydrogène sous une autre forme. Donc, il faut produire cet hydrogène. Une fois que cet hydrogène a été produit donc à partir d'une source d'énergie, hein, qui peut être une source fossile, mais qui peut être bien évidemment aussi une source renouvelable. Donc, on va produire cet hydrogène, on va le transporter, on va le stocker pour l'utiliser in fine dans trois principaux domaines. Aujourd'hui, c'est principalement dans les domaines industriels, donc la partie inférieure de la figure. Mais en tant que vecteur énergétique, eh bien, on voit se déployer des véhicules hydrogène et l'usage aussi de l'hydrogène comme moyen de flexibilité pour la gestion des réseaux d'énergie. Alors, l'hydrogène, c'est un gaz, donc c'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender en tant qu'ordre de grandeur. Donc, si on prend 1 kg d'hydrogène, c'est quoi? C'est 11,2 normomètres cubes, donc dans les conditions de température et de pression, je dirais, normales. Donc, ça représente quand même un volume relativement conséquent, donc difficilement compatible avec une application véhicule, typiquement. Donc, pour ça, on va le comprimer. Si on le comprime à 700 bars, typiquement, c'est la pression des réservoirs d'hydrogène dans une voiture, eh bien, le volume se réduit à 25 litres.
Mais bien évidemment, il faut avoir un réservoir suffisamment résistant pour tenir la pression d'hydrogène. Et le poids du réservoir, finalement, il sera plutôt de l'ordre de 20 kg par kilo d'hydrogène. Donc, typiquement, on est à 5% massique dans le réservoir d'hydrogène. En termes de valeur énergétique, 1 kg d'hydrogène, c'est 120 mégajoules, ou si on parle en équivalent électrique, c'est 33,3 kWh. Donc, ces 33 kWh, si on les utilise dans une pile à combustible qui a un rendement de l'ordre de 50%, eh bien, on va récupérer 16 kWh électriques, ce qui correspond à peu près à 1 ou 2 jours d'autonomie pour une maison individuelle tout confort, hors chauffage, parce que s'il rend moins de 50% électrique, eh bien, le reste, ce sont des pertes thermiques qui peuvent effectivement, cette chaleur peut être utilisée aussi pour le chauffage, on le verra. Et en termes de mobilité, c'est l'équivalent à peu près de 3,7 litres d'essence, ce qui confère à un véhicule de classe moyenne une autonomie d'environ de l'ordre de 200 km. L'important, c'est combien ça coûte tout ça. Donc, ce même kilo d'hydrogène, selon les méthodes de production et de transport utilisées, eh bien, ce coût d'hydrogène sera entre 2 et 10 euros, comme on va voir par la suite. Alors, on va commencer par la production d'hydrogène. Comment on peut procéder cet hydrogène? Comme vous verrez, il y aura deux façons de présenter les procédés. Vous avez en gras, ce seront les procédés industriels, donc commercialisés, donc développés aujourd'hui, déployés aujourd'hui, et puis les procédés en devenir qui vont être en italique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peu d'hydrogène dit natif, dit naturel sur Terre, mais il y en a quand même, et on va voir qu'il peut y avoir possibilité d'utiliser cet hydrogène. Et puis, s'il n'est pas natif, il faut aller le chercher dans d'autres molécules. Et ça va être le fossile avec la gazéification du charbon, donc le procédé historique que je vous ai présenté précédemment, le vaporéformage d'hydrocarbures et plus particulièrement du méthane, l'oxydation partielle de dérivés pétroliers, et puis un procédé un petit peu en émergence qui est la pyrolyse du méthane. À partir d'une autre source d'hydrogène, ce qui peut être la biomasse. Donc, on peut aussi, effectivement, on le verra, produire de l'hydrogène à partir de la biomasse. Et puis, l'autre source d'hydrogène, c'est l'eau. Et donc, on peut extraire cet hydrogène par électrolyse de l'eau, donc par dissociation thermochimique de l'eau. Donc, c'est les fameux cycles thermochimiques dont on parlait précédemment, mais ça peut être des procédés encore plus innovants, comme la photoélectrolyse de l'eau ou des procédés bio-inspirés. Donc, en termes de quantité d'hydrogène produit au niveau mondial, en fonction des différents procédés qu'on vient d'évoquer, eh bien, au niveau mondial, on produit à peu près 115 millions de tonnes d'hydrogène. Et comme vous le voyez sur cette illustration, plus de 99% de cet hydrogène est produit à partir de sources fossiles. Donc, le gaz naturel, les hydrocarbures et le charbon, et uniquement 1% à partir d'électrolyse. Si on prend un petit focus sur la Chine, pourquoi la Chine? Parce que la Chine, c'est un tiers de la production mondiale d'hydrogène. C'est le premier producteur d'hydrogène, donc avec 25 millions de tonnes d'hydrogène pur, auquel il faut rajouter 12 millions de tonnes d'hydrogène sous forme de mélange avec d'autres gaz et qui vont être utilisés tout seuls. Donc, en termes d'hydrogène pur H2 sur les 115, donc vous avez 70 millions de tonnes qui sont produits sous forme H2 pur, volontairement, mais le reste, donc les 45 millions de tonnes, ce sont des mélanges, donc, où l'hydrogène est mélangé à d'autres gaz, mais qui vont être utilisés dans l'industrie tel quel. Donc, le mélange va être utilisé tel quel dans l'industrie, il n'y aura pas besoin de séparer l'hydrogène des autres composants. Donc, sur ces 75 millions de tonnes de pur hydrogène produits annuellement au niveau mondial, eh bien, ce que l'on voit, c'est que la moitié est produit par vaporéformage du méthane, une trentaine de pourcents par oxydation partielle de dérivés pétroliers. La gazéification du charbon représente 18%, l'électrolyse ne représente que 4%. Et si on regarde comment la Chine se positionne par rapport à ces différents procédés de production d'hydrogène, on voit que la Chine se démarque particulièrement compte tenu effectivement de ses ressources en charbon très très élevées. Aujourd'hui, les 2 tiers de l'hydrogène produit en Chine est produit à partir du charbon par des procédés de gazéification du charbon. Au niveau européen, la quantité d'hydrogène produit est plutôt de 8,3 millions de tonnes par an, avec 12% produits par électrolyse, donc
l'Europe utilise un peu plus les procédés d'électrolyse que le reste du monde. Et si on fait un petit focus sur la France, donc en France, on produit à peu près 780 millions de tonnes par an, dont la moitié va être utilisée directement sur site, donc typiquement dans la pétrochimie, dans les coqueries, et la moitié, donc 420 kilotonnes, qui sont disponibles, je dirais, pour le marché extérieur, donc pour être vendus à d'autres usagers. Alors, je vous disais que l'hydrogène naturel, ce n'était pas quelque chose de très, très répandu. En fait, un petit peu quand même. Donc, comme vous voyez sur cette carte, il y a des lieux d'émission d'hydrogène. Alors, principalement à l'intersection des plaques tectoniques. Donc, on le voit, donc beaucoup dans les fonds océaniques profonds. Deux principaux phénomènes concourent à la production de cet hydrogène, ce qu'on appelle la diagénèse, donc c'est des réactions chimiques entre l'eau et puis la roche. Un exemple, c'est le silicate de fer qui va réagir avec de l'eau pour former de l'oxyde de fer, de la silice, mais aussi de l'hydrogène. Et puis la radiolyse, donc c'est la radioactivité naturelle. Donc en fait, il se passe le même phénomène de radiolyse qui se passe dans un réacteur nucléaire. Donc la radiolyse, donc la radioactivité est capable de dissocier la molécule d'eau. Alors, ça se traduit donc quand c'est sur un site sur Terre par une absence de végétation. Donc, typiquement, là, on est au Brésil. Vous voyez, donc il y a cette zone sans végétation qu'on appelle un rond de sorcière, donc qui est un lieu où il y a des émanations d'hydrogène. Et puis, en Afrique, donc au Mali, vous voyez un premier démonstrateur d'utiliser cet hydrogène pour produire de l'électricité, pour alimenter un petit village au Mali. Sur les procédés industriels, on revient au procédé historique, donc la gasification du charbon. Alors, l'équation très simple, c'est un peu plus compliqué dans la réalité. On fait réagir du carbone avec de l'eau, on produit du monoxyde de carbone et de l'hydrogène. Donc, c'est le procédé historique. On retrouve l'usine de Saint-Denis, mais c'est aussi des procédés toujours d'actualité, comme c'est le cas en Chine avec une installation développée par Air Liquide. L'autre façon de produire cet hydrogène, qui représente à peu près la moitié de la production mondiale, c'est le vaporéformage du méthane. Donc, en quoi consiste ce procédé? Eh bien, on part de gaz naturel. Alors, vous savez que dans le gaz naturel, ce n'est pas du méthane pur, parce qu'on rajoute un odorant, donc il y a un composé soufré, qui permet finalement de sentir le méthane. Le méthane seul n'a pas d'odeur, mais si on veut être capable d'identifier une fuite de gaz chez soi typiquement, eh bien, on rajoute cet odorant qui est avec le nez humain qui est très très sensible pour détecter cet odorant, mais le soufre malheureusement est un polluant des catalyseurs du vaporéformage. Donc l'étape primaire, c'est on purifie ce gaz, c'est une étape de désulfuration du gaz. Donc là, on a du méthane sans soufre. On réalise la première étape de vaporéformage. Donc, on a le réacteur ici qui est en rouge. Donc, on fait réagir donc, ce méthane avec de l'eau et l'on forme donc, de l'hydrogène, c'est ce qu'on veut, mais du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone issu de cet étage de vaporéformage est typiquement de l'ordre de 10 à 15% dans le mélange. C'est largement trop si on veut utiliser cet hydrogène dans une pile à combustible où il faut réduire cette quantité de monoxyde de carbone à quelques ppm. Donc, eh bien, on va rajouter un deuxième étage de conversion, donc c'est ce qu'on appelle la réaction de conversion du monoxyde de carbone, où là, effectivement, c'est la réaction en jaune. Donc, on est capable de réduire cette quantité de monoxyde de carbone à moins de 1%, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, il y aura une dernière étape qu'on appelle l'oxydation préférentielle, qui là va effectivement être capable d'éliminer la quasi-totalité de ce monoxyde de carbone. Alors, ça se fait à l'échelle industrielle. Donc là, vous voyez une usine d'Air Liquide, mais à une échelle beaucoup plus réduite, dans des unités piles à combustible, des chaudières de micro-cogénération domestique, donc capables de produire et de l'électricité et de la chaleur grâce à la pile à combustible, à partir de gaz naturel du réseau. Et là, vous retrouvez, eh bien, sur ce petit réformeur qui fait typiquement 1 mètre de haut, qui est intégré dans une chaudière, eh bien, les 3 étapes, le réformage, la réaction de conversion du monoxyde de carbone et l'étage de purification. Alors, le réformage, c'est la méthode la plus utilisée. Donc, ce qui est important de retenir, c'est ce chiffre-là, c'est que pour produire 1 kg d'hydrogène à partir du réformage du gaz naturel, eh bien, on va émettre 9 kg de CO2. C'est-à-dire que c'est un peu la référence, donc c'est un chiffre qu'il faut garder en tête.
c'est ce qu'on va comparer à d'autres procédés de production d'hydrogène, gardant en tête, par le réformage du gaz naturel, le procédé de référence, 9 kg de CO2 par kilo d'hydrogène, et le coût, le coût typiquement, c'est de l'ordre de 2 euros le kilo, entre 1,5 et 2,5 euros le kilo, et en fonction de la taille de l'installation. L'autre procédé donc, de fabrication d'hydrogène à partir de fossiles, c'est l'oxydation préférentielle, l'oxydation partielle. Donc le principe ici, donc là j'ai pris l'exemple du méthanol. Ce qui diffère du réformage du gaz naturel, c'est ce qui est en rouge sur l'illustration. Eh bien, on va faire réagir le méthanol non pas en présence d'eau, mais en présence d'oxygène. Et on va sortir du monoxyde du carbone et de l'hydrogène, comme précédemment, et rebelote la réaction de conversion du monoxyde de carbone et la réaction d'oxydation préférentielle pour réduire significativement cette quantité d'hydrogène. Donc, j'évoquais aussi un procédé qui est plutôt innovant aujourd'hui, qui est la pyrolyse du méthane, donc le craquage direct du méthane. Donc là, le principe, c'est de chauffer le méthane, de casser la molécule de méthane. Donc, on ne fait pas de CO2 dans ce cas-là, on fait directement du carbone que l'on peut récupérer, que l'on voit ici là, sur le petit schéma du réacteur, et de générer de ce fait de l'hydrogène. Si maintenant on va utiliser la biomasse comme source de production d'hydrogène, donc là vous avez un schéma très simple de ce que peut être un réacteur de biomasse. Donc on va faire rentrer une biomasse sous différentes formes. Ça peut être des résidus de céréales, ça peut être de la paille, ça peut être de la sciure, ça peut être aussi d'autres déchets organiques. Donc, on fait rentrer ça dans le réacteur et typiquement, ce que l'on sort d'un réacteur, c'est ce qu'on appelle un syngas, un gaz de synthèse, qui est un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène, qui est en fait la brique de Lego élémentaire de la plupart des composés de chimie organique. Alors, si on les purifie, comme on l'a vu précédemment, comme on pouvait éliminer le CO, eh bien, on peut récupérer de l'hydrogène, mais bien évidemment, et on verra aussi que l'intérêt de ce syngas, ce gaz de synthèse, c'est de produire des molécules de synthèse qui peuvent être des carburants de synthèse ou des molécules organiques à haute valeur ajoutée. Alors, toujours à partir de la biomasse, c'est de se dire la nature produit de l'hydrogène par des phénomènes de photofermentation. Donc, plutôt que faire réagir un certain nombre de déchets, peut-être de les faire réagir directement dans des photoréacteurs en présence d'eau. Donc, on voit deux exemples avec deux composés organiques. Mais on est là à l'échelle laboratoire, comme vous le voyez. Donc là, vous avez le petit réacteur et la petite pile à combustible qui n'a rien à voir avec celle qu'on verra par la suite qui correspondent à l'application automobile. On est là sur des niveaux de TRL, des niveaux de maturité technologique relativement bas, mais ce sont des voies d'investigation qui pourraient être prometteuses. Alors, si maintenant on utilise l'eau, qui est la troisième source d'hydrogène, et on pense bien sûr à l'électrolyse. L'électrolyse, en fait, il y a 3 technologies disponibles aujourd'hui, 2 qui sont matures industriellement. C'est l'électrolyse alcaline, qui est l'électrolyseur historique, qui a un peu plus d'un siècle d'existence aujourd'hui, suivi plus récemment par l'électrolyse à membrane échangeuse de protons. Donc, dans ces 2 cas, ces technologies aujourd'hui sont capables de proposer ce qu'on appelle des stacks, donc des unités d'électrolyse, comme vous voyez ici, de l'ordre de plusieurs mégawatts unitaires. Et puis, il y a une 3e technologie qui est en émergence aujourd'hui, qui est l'électrolyse dite haute température. Donc, en haute température, on est à 700-800 degrés, typiquement. Donc, on fait de l'électrolyse, cette fois-ci, de la vapeur d'eau, qui présente un intérêt, c'est que le rendement électrique, si on peut bénéficier d'une chaleur électriquement gratuite, qui permet d'augmenter le rendement de conversion électrique de l'ordre de 15%. Et comme on sait que quand on produit de l'hydrogène par électrolyse, ce qui coûte dans la facture, c'est le kilowattheure d'électricité qu'on met en amont de l'électrolyseur, et on voit tout l'intérêt que l'on a à réduire la consommation électrique au niveau de cette nouvelle génération d'électrolyseurs. Alors, l'intérêt effectivement de l'électrolyse haute température, donc on a besoin d'électricité, bien évidemment, c'est un électrolyseur, on a aussi besoin de chaleur, puisqu'on va utiliser de la vapeur d'eau. Donc, cette chaleur va servir à vaporiser la vapeur d'eau. Donc, on pense bien évidemment à une des sources possibles, c'est un réacteur nucléaire. Donc, là, en l'occurrence, sur cette illustration, les nouvelles générations de petits réacteurs nucléaires, donc les SMR, les Small Modular Reactors. Donc, l'idée, c'est non pas de faire
comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, je prends l'électricité d'une part, je prends la chaleur d'autre part, et puis je délocalise mon électrolyseur, et puis je produis de l'hydrogène. C'est cette fois-ci de dire, essayons, puisque aujourd'hui les SMR n'existent pas, ils existent sur le papier, l'électrolyse haute température n'est pas aujourd'hui non plus une technologie qui est industrialisée, eh bien c'est le moment d'essayer de voir comment on pourrait coupler ces deux technologies, mais de façon beaucoup plus intime, pour optimiser les rendements énergétiques en profitant et de la chaleur et de l'électricité produits par une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Alors, une autre façon de dissocier l'eau, c'est ce qu'on appelle les cycles thermochimiques. Donc, c'était la troisième génération là, que l'on vous a présenté en introduction. Alors, en quoi consistent ces cycles thermochimiques? Je prendrai l'exemple du soufre iode-soufre qu'on a étudié, je dirais, en France, il y a une quinzaine d'années. Donc, le principe, si on veut casser la molécule d'eau, donc faire la pyrolyse de la molécule d'eau, il faut être à 2500-2700 degrés. Donc, il y a peu de systèmes, et puis c'est très énergétique, donc il y a peu de systèmes, je dirais, qui tiennent à ces températures-là. Donc, l'idée, c'est de passer par des réactions chimiques intermédiaires qui se déroulent à plus basse température. Donc là, au niveau d'un premier réacteur, on va utiliser l'eau, à peu près à 100 degrés, pour finalement faire réagir cette eau avec du dioxyde de soufre et de l'iode, pour produire deux acides, l'acide diohydrique d'une part et l'acide sulfurique d'autre part. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc, côté iode, eh bien, dans une autre partie du réacteur, on va redissocier cet acide diohydrique en hydrogène, tiens, c'est ce qu'on veut, et en iode. Et l'iode, on la réinjecte dans le réacteur du bas. D'où le cycle, d'où le nom cycle thermochimique, donc une boucle. Pareil côté soufre, l'acide sulfurique, on va le décomposer aussi, donc on va extraire de l'oxygène et on recrée le dioxyde de soufre que l'on va réinjecter dans la partie inférieure du réacteur. Donc ce que l'on voit, c'est que finalement, on n'a pas besoin de niveau de chaleur très élevé, 900 degrés pour la boucle soufre peut-être, mais c'est des températures qui peuvent être atteintes par des VHTR typiquement, mais ça peut être aussi de la solaire par du solaire à concentration, c'est des choses qui sont envisageables. Puis l'on voit que finalement ce qui sort, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Il se trouve qu'aujourd'hui, en France, aux États-Unis, on a laissé tomber, on a arrêté finalement cette technologie, tout simplement parce qu'on a fait une analyse technico-économique à l'époque. Et on s'est rendu compte que si on avait résolu tous les problèmes matériaux, si tout fonctionnait bien, on ne parlait même pas d'enquête d'opinion publique autour de ça, donc si on avait résolu tous les problèmes, le coût de production de l'hydrogène par ce procédé était largement supérieur à celui produit par l'électrolyse, qui lui-même est plus élevé que le réformage du gaz naturel. Donc ça a sonné un peu le glas de cette technologie. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a encore quelques pays, dont le Japon, qui continuent à travailler sur les cycles thermochimiques. Alors, sur des technologies, toujours dissociation de l'eau, mais moins mature technologiquement, c'est ce qu'on appelle la photoélectrolyse de l'eau. Donc, le principe, en fait, c'est d'associer au sein d'une seule et même cellule une cellule photovoltaïque et une cellule d'électrolyseur. Au lieu d'avoir une centrale solaire d'un côté et des électrolyseurs de l'autre côté, eh bien de faire tout ça, les faire deux en un. Donc, alors je ne sais pas ce slide-là qui est un peu complexe, mais en fait, vous avez une seule cellule. L'intérêt, c'est de voir ici, vous avez une seule cellule qui va permettre de sortir de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Donc, en gros, si on décontrempe cette cellule dans de l'eau et que l'on l'éclaire, on produit d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Alors là, vous avez un exemple d'un démonstrateur qui a été réalisé, donc d'une surface d'à peu près 1,6 m² que l'on voit là, donc composé d'une centaine de cellules unitaires. Donc, vous voyez chacune de ces cellules, donc le photoélectrolyse de l'eau. Ici, effectivement, on zoom sur une des cellules, donc on voit que la cellule baigne dans l'eau et on voit buller, vous voyez les petites bulles d'hydrogène qui sont en formation quand on met ce système sous irradiation solaire. L'autre solution, c'est d'utiliser ce que fait la nature, donc typiquement des microalgues. Donc, il se trouve qu'au niveau d'une paroi cellulaire, eh bien, on a déjà une petite usine chimique qui produit de l'hydrogène à partir d'une enzyme spécifique qu'on appelle une hydrogénase, que l'on voit en rose ici, donc qui est capable de produire de l'hydrogène. Donc, l'idée, c'est de dire, si je cultive mes algues et si je les choisis bien dans des réacteurs
comme celui-là, qui a une échelle laboratoire, bien évidemment, eh bien, on peut espérer demain produire des quantités d'hydrogène. Et puis, ce que l'on peut faire aussi, c'est de se dire, plutôt que d'utiliser des algues, eh bien, je vais me concentrer sur cette fameuse molécule, donc sur cette hydrogénase, de voir quels sont les sites réactifs, les bons matériaux, les bons éléments chimiques, les bons métaux qui font que ça réagisse bien, pour en faire finalement un matériau de synthèse. Alors, toutes ces technologies qu'on vient de voir n'ont pas le même niveau de maturité technologique, bien évidemment. Donc, sur cette courbe, vous avez l'évolution entre les procédés en devenir qui sont ici sur la gauche, les procédés industriels que vous avez sur la droite. Donc, on retrouve le réformage du gaz naturel, l'électrolyse alcaline. Ce qui est en émergence aujourd'hui, c'est l'électrolyse PEM que je vous ai présenté, le réformage de biogaz, donc c'est des choses aussi qui commencent à voir le jour. Et puis, on voit l'électrolyse haute température ici, donc qui n'est pas encore à un niveau de maturité suffisant pour être industrialisé, et puis des procédés encore plus amont au niveau de la recherche, qui sont effectivement les procédés biologiques ou le photocatalyse. Donc, vous allez me dire, tout ça c'est bien, mais combien ça coûte? Eh bien là, on voit que en fonction des procédés utilisés, le coût n'est pas le même. Alors le réformage, c'est entre 1,5 et 2 euros le kilo. En revanche, l'électrolyse, c'est plutôt 3 à 6 euros le kilo. Et puis, tout ça va dépendre effectivement de comment on va produire et utiliser l'électricité qui va alimenter nos électrolyseurs. C'est les deux petits schémas que vous avez, en tenant compte éventuellement, quand on fait du réformage, le fait qu'on a la capture et séquestration du CO2 dans le CCUS. Effectivement, si on prend cette option, le coût de l'hydrogène produit va être plus élevé, bien évidemment. Et puis, effectivement, en fonction du fait si on va utiliser indirectement un électrolyseur couplé à du renouvelable ou si on va utiliser le réseau électrique. Alors, le mode de fonctionnement des électrolyseurs, donc, ce qui nous intéresse, c'est la production décarbonée d'hydrogène. Mais on voit là, c'est une étude qu'a faite RTE, et en fonction des différents scénarios, on voit que le coût de production n'est pas le même, qui dépend en fait du facteur de charge de l'électrolyseur. Donc, à comparer aux 2 euros et quelques le kilo par réformage du gaz naturel. Donc, l'on voit, c'est que si on utilise le premier scénario que l'on a ici, d'utiliser de façon marginale les électrolyseurs sur les surplus renouvelables ou nucléaires, on voit qu'on atteint des extrêmes à 6,7 kg d'hydrogène. En revanche, si on est plutôt dans des scénarios de base, donc là, effectivement, avec des facteurs de charge très, très élevés, eh bien, on est plutôt aux alentours de 3,5 euros le kilo. Alors, tout ça, c'est la partie production, mais une fois que vous avez produit cet hydrogène, vous ne l'avez pas forcément accessible. Il faut donc le transformer, le transporter, le distribuer, le stocker et le délivrer, typiquement au niveau d'une station hydrogène, pour un véhicule par exemple. Ce que l'on voit sur cet exemple, c'est selon les différents scénarios étudiés, si on est dans un scénario, je dirais, très favorable, avec beaucoup d'hydrogène, on sera plutôt à 3,8 euros le kilo, mais on peut aller dans des scénarios un peu plus pessimistes, où on produit moins d'hydrogène, où on le transporte sur de plus longues distances, d'atteindre des coûts supérieurs à 10 euros le kilo. Alors, ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que quand on parle de chaîne logistique hydrogène, comme on l'évoquait précédemment, on n'est plus dans la logique aujourd'hui. Pas dans tous les pays. En France, on est plutôt encore dans cette logique-là grâce à un mix énergétique, mais un certain nombre de pays envisagent de produire l'hydrogène dans des pays à fort potentiel renouvelable. Donc, ça peut être le Chili, ça peut être l'Australie ou l'Arabie Saoudite. Et donc, l'idée, c'est de produire cet hydrogène dans ces pays-là, le transporter typiquement par bateau, et puis le reconditionner sur place. Donc là, c'est un exemple. Si on livre de l'hydrogène au port de Rotterdam, ce que l'on voit, c'est que dans le meilleur des cas, ici, s'il vient du Chili, à partir et conditionné sous forme d'ammoniac, on serait plutôt aux alentours de 4 euros le kilo. Et puis à l'inverse, si on produit cet hydrogène dans l'Australie, qu'on l'amène à Rotterdam, on sera plutôt à 8 euros le kilo. Donc aujourd'hui, c'est un peu une tendance d'avoir des chaînes logistiques hydrogène. Le Japon le fait, il y a d'autres pays, et l'Allemagne l'envisage aussi à partir du Maghreb, à partir du Maroc, donc de dissocier le lieu de production du lieu d'exploitation de cet hydrogène. Alors, ces différents procédés d'hydrogène ne sont pas neutres en termes d'empreinte carbone.
Et ce que l'on voit là sur ce schéma, c'est eh bien, quel est le coût environnemental, donc en kilo de CO2 par kilo d'hydrogène produit selon les différentes technologies. Donc la référence, je le rappelle, c'est le réformage du gaz naturel sans séquestration du CO2. On retrouve les 9 € le kilo que je vous présentais tout à l'heure. Donc, à comparer typiquement aux 20 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit par gazéification du charbon, qui est le procédé chinois. Si maintenant on utilise de l'électrolyse à partir d'une électricité issue du réseau, donc ça peut être à partir de centrales au gaz, à partir de centrales au charbon, ou ici on prend le mix mondial électrique. Donc le mix mondial électrique, vous voyez, on est à 25 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit contre 9 par vaporéformage du gaz naturel. Alors si maintenant on est un peu plus précis, qu'on positionne un certain nombre de pays en fonction de leur mix énergétique. Ce que l'on voit, c'est que la France, grâce à notre mix énergétique très très décarboné, eh bien, on est plutôt à 2,5 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. En revanche, l'Allemagne, avec son mix actuel, est plutôt aux alentours de 17. Le Japon, c'est aux alentours de 20. Les États-Unis, c'est un peu le mix mondial, c'est 25. Et puis, si on prend des pays qui ont des mix très carbonés, comme la Pologne ou la Chine, et ben là, on dépasse les 30 kilos de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc, ce que l'on voit sur ce schéma, c'est l'électrolyse, c'est bien, mais à condition que cette électricité soit produite de façon décarbonée. Donc, décarbonée, alors, un certain nombre de pays comme l'Allemagne ne jurent que par le renouvelable, et comme de toute façon, ils n'auront pas à court et moyen terme la capacité en renouvelable pour produire l'hydrogène, eh c'est pour ça qu'il est envisagé que 2 milliards d'euros du plan allemand sur les 9 milliards soient dédiés à une production d'hydrogène, principalement au Maroc. Et on a vu aussi tout à l'heure qu'au niveau européen, la stratégie européenne, c'est 2 fois 40 gigawatts d'électrolyseurs, 40 sur le territoire européen, 40 à l'extérieur, au Maghreb, éventuellement en Ukraine. Alors, une fois qu'on a produit cet hydrogène, on va le transporter. Donc, on va le transporter par différents moyens, par camion, donc c'est de l'hydrogène sous pression. On peut le transporter aussi sous forme cryogénique, sous forme liquide, et puis aussi avec des pipes, avec des canalisations. La canalisation hydrogène, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps. Donc là, vous avez en Europe 1500 km de canalisation hydrogène. Là, vous avez les 2 principaux réseaux, qui est dans le nord de la France et dans le Benelux, et puis un autre en Allemagne, qui n'est pas récent puisqu'il est d'avant-guerre. Il a été mis en circulation, en fonctionnement en 1938. Et puis, vous avez à peu près aussi d'autres réseaux aux États-Unis sur des longueurs à peu près équivalentes. Aujourd'hui, ces réseaux existent. Ils sont exploités par Air Liquide, et c'est pour des usages industriels, et Air Liquide effectivement transporte cet hydrogène par ces canalisations pour ses clients industriels qui ont besoin d'hydrogène. Alors, il y a d'autres moyens, une fois qu'on l'a transporté, il faut le stocker, on ne va pas forcément l'utiliser tout de suite. Donc là, vous voyez, il y a un certain nombre de moyens de stocker cet hydrogène. Alors, ça peut être sous forme géologique, ça peut être sous forme gazeuse sous haute pression, ça peut être cryogénique sous forme liquide, sous forme d'hydrure, sous forme de ce qu'on appelle des LOHC, donc des liquides organic hydrogen carrier, donc ce sont des molécules organiques qui sont capables de transporter l'hydrogène, voire sous forme d'ammoniac. Alors, le stockage hydrogène, on l'envisage sous forme de cavité saline, comme ça se fait déjà pour le stockage du gaz naturel. Donc l'idée, c'est effectivement de creuser des cavités géologiques, comme on le voit ici, donc, qui vont être étanches à l'hydrogène, et d'avoir une canne de soutirage qui permet effectivement d'injecter, de soutirer l'hydrogène à la demande, plutôt dans des applications de stockage intersaisonnier. Alors, tout ça, bien évidemment, il faut qu'on ait une géologie qui soit favorable. Malheureusement, comme on le voit sur cette carte, la France n'est pas forcément le meilleur candidat. C'est plutôt les pays du Nord qui auraient des capacités de stockage géologique plus importantes que nous. Donc, on retrouve effectivement, là où on a des mines de sel, un petit peu effectivement donc en Aquitaine, mais c'est à peu près tout en ce qui nous concerne. Alors, pour les applications mobilité, typiquement, on va utiliser des réservoirs sous pression. Donc, et je dirais la technologie de réservoir va dépendre de la pression utilisée. Et si on se focalise sur les réservoirs qui vont être utilisés pour la mobilité hydrogène, ce sont des réservoirs qu'on appelle de type 4, qui sont en fait composés en partie intérieure de ce qu'on appelle un liner. Donc, c'est une vessie interne qui est un matériau polymère qui est imperméable à l'hydrogène, mais c'est une baudruche, donc il faut qu'il y ait un renforcement mécanique par bobinage de fibre de carbone, c'est la partie grise que vous voyez au-dessus, donc qui permet effectivement
Et ça, voilà, voici un exemple donc, des deux réservoirs qui équipent la première génération, donc la Mirai 1 de Toyota. Alors, une autre façon de stocker l'hydrogène, qui est utilisée typiquement sur le pas de tir d'Ariane, c'est le stockage liquide cryogénique. Donc là, il est à moins 253 degrés. Donc, on le stocke en gros dans un gros thermos, en fait, dans un gros thermos qui en fait est une grosse cocotte minute. Tout simplement parce qu'on est à moins 253 à l'intérieur, température ambiante à l'extérieur, donc entre 20 et 40 degrés. Donc, il se passe exactement la même chose qui se passe dans votre cocotte minute, c'est-à-dire que même si on a un gros thermos avec une double paroi, avec le vide à l'intérieur, l'étanchéité thermique n'est jamais égale à 100%. Donc, notre hydrogène va chauffer, va bouillir, donc monter en pression. Et pour éviter de dégrader le réservoir, on a une soupape. On a une soupape de sécurité, ce qu'on appelle le boil-off, qui permet d'évacuer régulièrement la surpression d'hydrogène. Donc, ce qui limite les usages de l'hydrogène lorsque ce ne sont pas des usages intensifs. Si on en a besoin une fois de temps en temps, on va perdre tout l'hydrogène aux petits oiseaux plutôt que l'utiliser pour notre usage. Alors, ça a été développé il y a quelques années pour des applications de mobilité, donc avec Opel et Linde. Donc, on retrouve exactement le même objet, mais en petite taille. Ça a été abandonné à cause de ce boil-off pour la mobilité individuelle, tout simplement parce que quand on achète une voiture, on l'achète pour ne pas l'utiliser. Donc, en gros, le temps que la voiture est au parking, on vidait notre réservoir. Alors, il y a quand même un regain d'intérêt aujourd'hui pour la mobilité lourde, donc la mobilité intensive, que ce soit pour l'aéronautique, et Paul Paliès en parlera la semaine prochaine, mais aussi pour les camions, voire dans certains cas pour des bateaux. Une autre façon de stocker cet hydrogène, ce sont les hydrures métalliques. Donc là, c'est de l'absorption-désorption. Donc là, on joue sur un cycle pression-température pour absorber, désorber de l'hydrogène de façon réversible dans une structure métallique, avec des performances qui varient d'un matériau à un autre. Il y en a tout un catalogue, en fait. Donc, on va choisir en fonction de la capacité massique, de la température et pression d'équilibre, et puis de la vitesse d'absorption des sorptions, et puis de la sensibilité aux impuretés. Et puis, ce qui n'est pas des molécules récentes, mais pour les utiliser en tant que vecteur d'hydrogène, c'est les fameux LOHC dont je vous parlais précédemment. Donc, certain nombre de molécules chimiques qui présentent la propriété d'être réversibles, comme on le voit ici sur cette illustration, et surtout que les deux formes de la molécule, hydrogénée ou déshydrogénée, est sous forme liquide, comme on le voit ici dans l'exemple de dimésyltoluène. Donc l'idée, c'est sur un site de production, j'hydrogénise ma molécule. Donc, je la transporte dans des containers en polymère, en plastique, tout ce qu'il y a de plus simple, donc par bateau typiquement. Sur le site d'usage, je déshydrogène ma molécule. Et puis, je le renvoie par bateau sur le site d'hydrogénation et je peux cycler ça un certain nombre de fois donc, pour transporter mon hydrogène sous forme de cette fameuse molécule LOHC. Alors, si on compare maintenant ces différentes technologies de stockage de l'hydrogène, principalement dans des applications mobilité, où je dirais, là, le volume et la masse sont très, très importantes, on voit qu'il n'y a rien de mieux que effectivement, les carburants liquides, l'essence ou le diesel, et que l'hydrogène, alors les batteries sont ici, s'il faut faire mettre des batteries, elles sont plutôt dans ce domaine-là, que l'on voit effectivement les différentes technologies de réservoir, donc c'est les ronds pleins, tels que c'est aujourd'hui, et les pointillés, c'est les marges de progrès que l'on peut imaginer dans les années, voire dans la décennie à venir. Alors, si on compare ces différentes typologies de réservoirs pour des applications de mobilité, typiquement, les trois principales technos ont été comparées, stockage haute pression, stockage cryogénique, stockage sous forme d'hydrure, dit solide. Le diagramme parle lui-même. Quand c'est rouge, c'est pas bon. Quand c'est vert, c'est pas mal. Et quand c'est bon, quand c'est jaune, il y a des marges de progrès, mais c'est acceptable. Donc, ce que l'on voit, c'est que la meilleure solution à retenir pour la mobilité, c'est plutôt le stockage sous forme de réservoir de type 4 que je vous ai présenté précédemment, et plutôt pour des pressions de l'ordre de 700 bars pour des véhicules individuels. Une fois que on maîtrise toute cette chaîne d'hydrogène, qu'est-ce qu'on va en faire de cet hydrogène ? Aujourd'hui, c'est principalement, pour ne pas dire exclusivement, un usage industriel, et qui se limite finalement autour de deux grands usages, le raffinage d'une part
et la fabrication d'ammoniac pour les engrais azotés. Donc, vous voyez, ça représente, je dirais, près de 80% des usages de l'hydrogène. Alors, maintenant, dans l'hydrogène évolue je dirais, au cours du temps. Hein, donc, on retrouve les valeurs que je vous présentais en introduction. Donc, on retrouve ici, aujourd'hui, les 75 millions de tonnes produits sous forme d'hydrogène pur, donc raffinage et production d'ammoniac, hein, principalement. Et puis, sous forme de mélange, donc les 45 restants, donc sous forme de mélange, principalement pour la production de molécules chimiques. Donc, alors, au-delà de ces deux grands domaines industriels, on peut utiliser l'hydrogène aussi dans la sidérurgie, dans la verrerie, dans l'agroalimentaire, dans la fabrication de semi-conducteurs et bien évidemment au niveau des laboratoires, que ce soit des laboratoires privés ou des laboratoires publics comme ceux du CEA. Alors, en termes de vecteurs énergétiques, cette fois-ci, hein, donc, on pense principalement à la combustion directe d'hydrogène, donc c'est la propulsion spatiale, c'est le moteur Vulcain de la fusée Ariane, qui utilise deux réservoirs d'hydrogène et d'oxygène liquide que l'on brûle effectivement dans la tuyère du réacteur. Donc c'est la combustion directe. Et puis sur les applications, on va dire, plus terre-à-terre, hein, cette fois-ci, on peut se poser la question d'utiliser cet hydrogène dans des turbines à gaz. Sachant qu'à ce moment-là, on est confronté à quelques difficultés. La première, c'est que quand on brûle de l'hydrogène avec de l'air, malheureusement dans l'air, il n'y a pas que de l'oxygène, il y a principalement de l'azote et on produit énormément de NOx. Et donc, si on veut réduire avec les tuyères telles qu'elles sont actuellement cette quantité de NOx, il faut baisser le rendement. Donc, voilà. Déjà, il y a une grosse difficulté, c'est comment je peux augmenter mon rendement tout en réduisant la quantité de NOx. Bon, il y a d'autres problèmes, je dirais, connexes qui viennent se poser. C'est que le seul et unique produit de la réaction, c'est de l'eau et qui peut condenser dans les parties froides du système. Et donc, générer éventuellement des problèmes de corrosion. Et puis, les réactions de combustion de l'hydrogène avec l'oxygène sont très, très énergétiques, ce qui veut dire que les matériaux utilisés aujourd'hui pour les turbines ne sont pas compatibles sur une durée de vie élevée en présence d'hydrogène. Donc, il y a encore, je dirais, des challenges technologiques pour développer tout ça. Et Paul, la semaine prochaine, vous présentera effectivement ce qui se fait dans le domaine pour les usages aéronautiques, donc de la combustion de l'hydrogène dans les turbines. Alors là, vous avez un exemple de ce qui se fait dans une turbine à terre. Donc, c'est un exemple au Japon, donc à Kobe. Donc, vous avez une unité de production de 1 mégawatt d'électricité. Alors, ce n'est pas de l'hydrogène pur qui est utilisé dans cette turbine, mais c'est un mélange de 30% d'hydrogène et de 70% de gaz naturel. Alors, en introduction, je vous disais que l'hydrogène pouvait servir aussi à la gestion des réseaux d'énergie. Alors, dans un premier temps au réseau électrique, bien évidemment, ce qu'on appelle le power to power, c'est-à-dire power vers l'électricité, donc électricité vers électricité. Donc là, c'est l'exemple d'un projet en Corse, qui est le projet MIRT, qui avait comme objectif de coupler à une centrale photovoltaïque que vous voyez là, dans le sud de la Corse, donc un système d'un électrolyseur et d'une pile à combustible, donc, qui permettait de faire du lissage de piles. Donc, quand j'ai un surplus de production solaire, je stocke de l'hydrogène et de l'oxygène issus de l'électrolyse. Et lorsque j'ai besoin d'injecter plus d'électricité sur le réseau, je reconvertis cet hydrogène et cet oxygène par l'intermédiaire d'une pile à combustible. Mais on ne va pas s'arrêter là avec l'hydrogène. L'hydrogène permet d'interconnecter les réseaux d'énergie. Donc, il y a 3 voire 4 réseaux d'énergie aujourd'hui qui existent. Il y a le réseau électrique, il y a le réseau de gaz naturel, il y a le réseau de chaleur dans certaines villes, et puis il y a aussi un réseau de distribution de carburant. Il ne faut pas l'oublier parce que les stations-service pour nos voitures, c'est aussi un réseau de distribution d'énergie. Donc en fait, il y a 4 grands réseaux de distribution d'énergie. Ce que l'on voit ici, c'est que l'hydrogène, grâce à l'électrolyse, permet de connecter le réseau électrique, puisqu'on va utiliser l'électricité pour produire cet hydrogène, avec le réseau de gaz naturel de 2 façons. Soit j'injecte directement de l'hydrogène quelques pourcents dans le réseau de gaz naturel, soit je passe par un réacteur dit de méthanation où je fais réagir cet hydrogène avec du CO2 issu d'un site industriel qui en produit, voire de la capture directe dans l'atmosphère pour produire un méthane de synthèse. Et là, je peux effectivement l'injecter dans le réseau de gaz naturel. Alors,
c'est quelque chose qui existe à l'échelle de démonstrateurs. Hein. L'exemple du projet Jupiter 1000 à Fos-sur-Mer, donc à côté de Marseille. Donc 1000 parce que vous avez 1000 kW d'électrolyseurs installés, donc qui produisent de l'hydrogène, et une partie de cet hydrogène est directement injectée dans le réseau de gaz naturel, mais il peut passer aussi dans un réacteur de méthanation pour faire du méthane de synthèse. Alors, une fois qu'on commence à faire de la chimie, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc, eh bien, on prend toujours notre brique élémentaire, je produis de l'hydrogène par électrolyse à partir de renouvelables, j'ai une source de CO2, j'ai un réacteur qui va me produire cette fois-ci, comme on l'a vu avec la biomasse, le fameux syngas, donc CO plus H2. Et puis, à partir de là, je peux synthétiser, par exemple, ce qu'on appelle du diesel, un électrocarburant, qu'on a en français, donc un diesel de synthèse. Et donc là, vous voyez effectivement l'exemple d'un projet qui a été développé en Allemagne par Audi. Et puis, on peut aller vers des molécules plus complexes, comme des kérosènes de synthèse. Donc là, c'est le projet Norske Fuel en Norvège, donc qui vise à récupérer du CO2 dans l'atmosphère, de produire un syngas grâce à une électrolyse pour faire des kérosènes de synthèse pour l'aéronautique, voire éventuellement aussi comme carburant pour le maritime. Et puis, si on veut faire de la chimie de synthèse, cette fois-ci, toujours avec le même principe, je fais mon syngas à partir d'un électrolyseur. Et puis là, dans ce projet 4VIC, qui est à Péage du Roussillon, donc à côté de Valence, dans la Drôme, je suis capable de produire du méthanol, des oléfines et voire d'autres molécules organiques. Et puis, le dernier usage, qui est celui qui se développe pour la mobilité électrique, c'est la pile à combustible. Alors, le principe, c'est de faire agir de l'hydrogène et de l'oxygène, mais non pas sous forme de combustion directe, mais on dissocie la molécule, et on voit effectivement sur cette petite vidéo qu'on va dissocier notre molécule d'hydrogène. Donc les protons H+ traversent l'électrolyte qui est une membrane. Donc les électrons vont aller dans le circuit électrique, vont revenir de l'autre côté. Donc là, on va récupérer les protons qui vont traverser la membrane, on va récupérer de l'oxygène de l'air pour former de l'eau. Donc c'est le principe simpliste d'une pile à combustible. Et puis cette cellule unitaire, on va les empiler les unes sur les autres pour faire ce qu'on appelle un module, un stack en anglais, qui est le générateur électrique qui va être intégré typiquement dans un véhicule. Et donc, en termes de déploiement de piles à combustible pour diverses applications, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, sur ce schéma, j'ai représenté un petit peu l'historique, les applications spatiales. Vous vous souvenez, le début dans les années 60, donc les premiers programmes américains, les programmes Gemini, et puis ce qu'on vise de façon ultime, donc à l'horizon peut-être 2050, c'est le déploiement, pourquoi pas, d'avions hydrogène, dont vous parlera Paul Paliès la semaine prochaine. Donc, en fait, pour atteindre un certain nombre de marchés que vous voyez représentés ici, il faut qu'il y ait des évolutions technico-économiques, à la fois de réduire les coûts de production pour être capable d'atteindre ces différents marchés, mais aussi d'améliorer les performances. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Sur les chariots élévateurs, il y a un grand besoin au niveau de la logistique, surtout dans les entrepôts, où c'est forcément des chariots élévateurs électriques qui doivent circuler. Les États-Unis ont vraiment fait le choix de l'hydrogène avec plus de 35 000 chariots élévateurs déployés aux États-Unis contre même pas 500 en Europe. Sur la micro-cogénération domestique, donc les petites chaudières électrogènes à partir de gaz naturel, le Japon a un énorme programme de déploiement. Aujourd'hui, on en est à plus de 330 000 unités déployées chez des particuliers au Japon pour à peu près 4 000 en Europe. Sur les usages de télécom, tout ce qui est backup télécom, pour les antennes télécom, téléphones, typiquement, c'est aujourd'hui, on va dire, à peu près 9000 systèmes qui sont déployés. Et puis, aujourd'hui, ce qui se déploie aussi, c'est la mobilité hydrogène. Alors, la mobilité hydrogène, ça peut être les bus, donc avec un choix spécifique de la Chine pour déployer la mobilité lourde. Donc, vous voyez, à peu près 4600 bus hydrogène qui circulent en Chine, il n'y en a que 150 aujourd'hui en Europe. Sur la mobilité légère, donc les voitures individuelles, vous en avez 25 000 de par le monde, 26 000 à peu près. Pour alimenter tous ces véhicules, il faut des stations hydrogène, il y en a à peu près 550 opérationnelles au niveau mondial.
Et puis, vous avez de la grosse production d'hydrogène. Alors, de la grosse, c'est relatif, hein, comparé à un réacteur nucléaire, mais des unités de production à partir de gaz naturel, la Corée favorise les gros systèmes avec à peu près de 600 mégawatts de gros systèmes piles à combustible installés en Corée. Et puis, ce qui est dans l'air du temps aujourd'hui, ce qui commence à se déployer, surtout en Chine, c'est les camions. C'est les camions avec aujourd'hui plus de 1800 camions piles à combustible hydrogène qui circulent en Chine. Alors, sur les aspects mobilité, donc, en fait, il y a 3 façons d'utiliser une pile à combustible dans un véhicule. Donc, on peut l'utiliser ce qu'on appelle sous forme de full power. Donc, full power, c'est-à-dire que c'est principalement la pile à combustible hydrogène qui vont alimenter le moteur électrique. Donc, c'est l'exemple de la Mirai, c'est l'exemple de Toyota, c'est l'exemple du Nexo de Hyundai. À l'inverse, vous avez une solution dite range extender qui est, cette fois-ci, je prends un véhicule électrique préexistant et je lui mets en série un petit système pile à combustible qui va recharger ma voiture en roulage, quand la voiture roule. Donc là, c'est l'exemple du Kangoo et du Master de Renault. Et puis, vous avez une solution intermédiaire qu'on appelle le mid-power, qui consiste à utiliser un petit peu le meilleur des deux, donc de l'hydrogène et des batteries, donc de prendre une batterie plus grosse, une pile à combustible de taille intermédiaire. Cette batterie est rechargeable sur le réseau, ce qui fait que quand on a peu de distance à parcourir, on va utiliser principalement les batteries. Puis si on veut aller sur l'autoroute et faire un trajet plus long, cette fois-ci, on va passer en version hydrogène. Donc, c'est l'exemple de la GLC Fuel Cell de Daimler. Et puis, c'est les futures vannes que va développer Stellantis à partir de l'année prochaine. Donc, en termes de déploiement, donc là, on retrouve les chiffres que je vous présentais précédemment, hein, donc par pays. Je vous laisserai le soin. Donc, je pense que la présentation sera diffusée à l'issue de la journée. Donc, vous pourrez regarder dans le détail comment sont répartis ces différents véhicules et stations-service de par le monde. Alors, ce qui est important de regarder, c'est que tout ça n'est pas uniformément réparti sur la planète. Donc, si on prend l'exemple des stations hydrogène, dans les 553 que je présentais précédemment, donc, elles sont principalement en Amérique du Nord. Donc, en Amérique du Nord, c'est les États-Unis et principalement la côte Est et puis la Californie. C'est l'Asie, le Japon et la Chine. Et c'est l'Europe, avec près de 200 stations de service disponibles en Europe. 86 en Allemagne, une quarantaine en France et à peu près une douzaine dans le Royaume-Uni. Rapidement, les architectures de véhicules, donc le full power, donc l'exemple de la Mirai. Donc, vous avez un système de plus de 100 kW de puissance de pile à combustible, alimenté par des réservoirs, donc les fameux réservoirs de type 4 que je présentais tout à l'heure, à 700 bars. Ça fait 5,6 kg d'hydrogène embarqué, hybridé avec une batterie lithium-ion. Donc, une petite batterie lithium-ion. Donc, vous voyez là, en l'occurrence, elle fait 1,2 kWh, c'est tout petit. Et donc, cette architecture permet d'avoir une autonomie de l'ordre de 650 km. À l'inverse, la version range extender que j'évoquais aussi, là on fait l'inverse, donc c'est l'exemple de la Kangoo de Renault. On prend là le véhicule avec sa batterie d'origine, donc 22 kWh, donc non pas kilowatts, il y a une erreur, c'est 22 kWh de capacité de batterie, et on lui adjoint un petit système pile à combustible, donc cette fois-ci 5 kW, donc avec un petit réservoir d'hydrogène, donc de à peu près 1,8 kg d'hydrogène, qui permet quasiment de doubler l'autonomie du véhicule. Puis la version intermédiaire, donc c'est ce que développe Stellantis, c'est le mid-power. Donc le mid-power, là on a une pile plus petite, 45 kW, donc à peu près la moitié de la puissance de ce qu'il y a dans un véhicule de type Mirai. Et là avec une plus grosse batterie lithium-ion, donc de l'ordre de 10 kWh, qui permet effectivement au véhicule, là en l'occurrence, d'avoir à minima 50 km d'autonomie en pure batterie, ce qui permet de faire des trajets urbains. Et puis au-delà, en passant sur le réservoir d'hydrogène, on peut atteindre 400 km sur ce type de véhicule. Voilà. Alors, mais la mobilité hydrogène, c'est pas que les voitures, c'est surtout pas ça. C'est aujourd'hui, on l'a vu, on commence à déployer les bus. Donc là, avec l'exemple d'un bus développé par la société albigeoise Safra.
La mobilité lourde, donc là avec l'exemple de Ixion du Hyundai, c'est le ferroviaire, c'est le train qui circule aujourd'hui en Allemagne, le Cordailin d'Alstom. Mais demain, donc ça c'est effectivement des véhicules qui circulent, hein, mais demain ce sera le maritime et puis l'aéronautique. Et puis pour en savoir plus sur l'aéronautique, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc avec Paul Pagnès. Et puis pour terminer, toutes ces technologies, c'est très bien, mais qu'en est-il de la filière industrielle nationale, hein? Ce que l'on voit ici sur cette illustration, c'est que, sans rentrer dans le détail de qui fait quoi de ces différentes entreprises, mais que les acteurs français, les acteurs industriels français sont positionnés sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, depuis la production d'hydrogène, en passant par le stockage, la distribution, les systèmes piles à combustible et les produits intégrés. Ça peut être des grands groupes, mais aussi des PME, voire des startups. Que cette dynamique de l'hydrogène est à l'origine de la création d'un certain nombre d'entreprises, que vous voyez hein, depuis une bonne quinzaine d'années, vous voyez un certain nombre de sociétés, principalement des startups ou des PME qui se sont créées grâce à la filière hydrogène. Et puis si on représente ces acteurs nationaux sur l'ensemble de la chaîne de la valeur européenne cette fois-ci, donc le code couleur il est simple, quand c'est gris ce sont des acteurs européens et quand le logo est en couleur ce sont des acteurs français. Donc vous voyez qu'on est visible dans l'ensemble du paysage et que on n'a pas à rougir comparé aux Allemands ou à d'autres pays. La France a réellement une force de France industrielle, bien évidemment à développer dans le futur grâce au plan hydrogène, mais qu'effectivement on est dans le peloton de tête aujourd'hui. Et puis, donc, si vous voulez en savoir plus sur la filière hydrogène, là, je vous donne deux références de 2 documents qui ont été publiés récemment sur la filière hydrogène, hein, que je vous recommande de feuilleter si vous voulez en savoir plus. Et puis, je vous remercie de votre attention. Je crois que j'ai respecté le timing. Et donc, je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de questions. Donc, voilà, donc, je suis ouvert pour répondre à vos différentes questions. Merci pour cet exposé. Alors, pour les questions, vous savez, ce sont 2 étudiants, Valentin et Marois, du PRMT. PRMT, c'est le master de prévention des risques et des nuisances technologiques implanté à Marseille, qui ont synthétisé vos questions posées tout au long de l'exposé sur le chat. On vous donne la parole, Valentin et Marois. Allez-y. Super, merci beaucoup. Vous m'entendez tous? Oui, très bien. Ah, super. Merci pour votre présentation. Effectivement, comme l'a dit Patrick, Valentin et moi, nous allons vous poser les questions qui ont été posées dans le chat. Alors, donc, la première question, donc, vous avez donné énormément d'informations dans votre exposé et on vous en remercie. Cependant, il est difficile de comprendre, au-delà des prototypes de développement, si le transport en voiture à hydrogène s'apprête effectivement à concurrencer la voiture à pétrole ou électrique. Le réseau de distribution est insignifiant. Et quel sera le coût aux 100 km hors taxe? Aujourd'hui, l'essence est à 2,50 €, les 600 km, l'électrique est à 1,50 €. Oui, alors, la tendance actuelle, qu'elle soit au niveau européen comme au niveau national, dans la stratégie européenne, mais aussi dans le plan national hydrogène français, c'est de favoriser pour la mobilité lourde. Donc, la mobilité lourde, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est les camions, c'est les camions, les autocars. Alors, quand on dit camions, c'est même le transport longue distance, transeuropéen, de semi-remorques. Donc, la mobilité, le maritime, le ferroviaire et voire demain l'aéronautique. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, la mobilité individuelle, donc les voitures individuelles que j'ai présentées parce que c'est effectivement ce qu'il y a de plus développé aujourd'hui, n'est pas forcément le marché sur lequel aujourd'hui les stratégies mettent l'accent. Tout simplement, c'est que aujourd'hui, si vous achetez un véhicule batterie, ces véhicules, il suffit de regarder les pubs à la télé que l'on a actuellement, ont, dans la plupart des cas, à peu près 400 km d'autonomie, 350-400 km d'autonomie. Je dirais des vraies autonomies, pas les autonomies sur cycle d'homologation, mais voilà, ce sont des véhicules, vous pouvez
à minima faire avec, je dirais, une charge à peu près 300 km. C'est-à-dire que ça représente 98% des usages de votre véhicule. Et puis, il y a possibilité aussi d'avoir des recharges rapides, voire ultra rapides, si vraiment vous voulez parcourir, quand vous partez en vacances, des distances au-delà de 300-400 km. Donc, on voit que l'hydrogène devient moins compétitif sur les questions d'autonomie. En revanche, je dirais, en termes de rendement énergétique, par rapport à un véhicule batterie, là, le rendement énergétique, si on part de la prise électrique à la roue du véhicule, hein, donc, quelle que soit la façon dont on produit l'électricité derrière la prise, le rendement énergétique, il est en défaveur de l'hydrogène, puisque le rendement énergétique, il est entre 2,5 et 3 fois supérieur si on veut utiliser l'hydrogène par rapport à de l'électricité pour les batteries. Donc, en revanche, si on va vers des tailles de véhicules plus importantes, type la mobilité lourde, là, on n'est plus capable d'intégrer des batteries et on ne sera pas capable d'intégrer demain des batteries dans ce type de véhicule. Ou alors, ce sera au détriment du fret et ce n'est pas le but recherché pour ce type de véhicule. Donc, l'hydrogène, aujourd'hui, va acquérir ses lettres de noblesse pour effectivement cette mobilité lourde. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, sur le coût du véhicule, un certain nombre d'études prospectives ont évalué le coût de véhicules comparé thermique, batterie et hydrogène en production de masse, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais en production de masse. Il s'avère qu'en coût complet de possession, ce qu'on appelle le TCO, donc qui prend en compte l'achat du véhicule, le carburant, quelle que soit sa forme, l'entretien du véhicule, enfin tout ce qui est nécessaire de payer pour utiliser votre véhicule ramené au kilomètre. Donc, lorsqu'on va être en production de masse de différentes chaînes de traction de véhicules, on aura des TCO, donc des coûts complets qui vont converger à peu près vers 0,3-0,4 euros par kilomètre selon la taille du véhicule. Alors aujourd'hui, c'est plus cher, c'est pour ça qu'il y a des incitations publiques, hein, il y a des aides d'État à l'achat de véhicules électriques, soit batterie ou hydrogène. Mais l'idée, bien évidemment, c'est que demain, cette prime se réduise puisque l'ensemble de ces véhicules, lorsqu'ils seront de plus en plus généralisés, arrivent à des coûts, je dirais, comparables les uns par rapport à des technologies, les unes par rapport aux autres. D'accord, merci pour votre réponse. Toujours en lien avec la question précédente, actuellement, du coup, quel est le prix d'un véhicule à hydrogène et quel serait le prix moyen lorsque la production sera généralisée? Alors, le prix d'achat aujourd'hui, si vous achetez le Nexo, hein, qui est un véhicule commercialisé aujourd'hui, ou la Mirai, sur des véhicules haut de gamme aujourd'hui, je crois que l'on est à peu près à 60-70 000 euros le véhicule. Sachant que vous avez vu, ce sont des véhicules qui sont produits en très petite quantité. Donc, ils sont forcément très chers par rapport à leur équivalent thermique. En revanche, demain, ce que j'évoquais précédemment, on peut imaginer que le prix d'achat de ces véhicules reste légèrement supérieur au prix d'achat de son équivalent thermique. En revanche, on gagnerait sur en gros, les consommables au sens large, c'est-à-dire le carburant lui-même et l'entretien du véhicule, parce que dans un véhicule électrique, il y a moins de pièces mobiles que dans un véhicule thermique. Donc moins d'usure et donc moins de révision. Ok, super, merci beaucoup. Alors la prochaine question, c'est la suivante. Donc, est-ce une énergie pour demain ou après-demain, comme la fusion par exemple? J'irai demain parce que ce que je vous ai présenté, c'est typiquement les plans de relance national, c'est à l'horizon 2030. Alors, pas pour tous les secteurs d'activité. Bien évidemment, en 2030, on n'aura pas des camions hydrogène partout. Donc, on espère que ça va commencer à se déployer de façon visible, j'entends, je dirais, dans le courant de cette décennie. Pour d'autres applications un peu plus lointaines dans le futur, donc on va dire dans la décennie d'après, comme le maritime ou l'aéronautique, et je crois que Paul Paliès en parlera la semaine prochaine, là on est plutôt à l'horizon 2040, voire 2050. Mais pour ces applications industrielles,
eh bien, le plan de relance est là pour favoriser. Donc, on a vu qu'à la fin de cette décennie, normalement, on a une capacité de production d'hydrogène par électrolyse qui est déjà supérieure à la production annuelle actuelle française. Merci pour votre réponse. Prochaine question. La France a un programme national principalement ciblé sur la production par électrolyse. Qu'en est-il des pays en Europe, les autres pays en Europe, comme l'Allemagne ou les autres pays d'Europe? Alors, c'est l'idée, les stratégies, je dirais, nationales, quels que soient les pays, c'est de produire, et pas seulement en Europe d'ailleurs, même au-delà de l'Europe, on l'a vu dans un petit peu la vision un peu transcontinentale de la chaîne logistique hydrogène, c'est de produire un hydrogène décarboné. Alors, décarboné, alors si vous êtes en Europe ou en Allemagne, décarboné, ça sous-entend exclusivement par renouvelable. En France, bien évidemment, décarboné, ça sous-entend à partir du renouvelable et du nucléaire. Alors, dans un ratio qui reste à définir en fonction, je dirais, des politiques énergétiques à venir. Donc, avec sans doute plutôt 50% de nucléaire dans quelques temps et grosso modo 50% de renouvelables. Mais de toute façon, aujourd'hui, la plupart des États misent sur un hydrogène issu du renouvelable. C'est les courbes que j'ai présentées tout à l'heure. C'est que si on part de mix énergétique fortement carboné, on va dans le mur. Donc, sauf si on fait de la séquestration du CO2, mais là, ça va être le coût de production d'hydrogène qui va exploser. Donc, des pays même comme la Chine, vous avez vu que la Chine aujourd'hui, c'est principalement la gasification du charbon. La politique chinoise, c'est je fais du CCU, je fais de la séquestration du CO2, mais la Chine commence aussi à se poser la question de l'électrolyse. Donc, à partir de renouvelables, des pays comme l'Australie, par exemple, l'Australie qui a commencé à produire de l'hydrogène à partir de gasification de la lignite, a un plan hydrogène qui veut le déploiement de l'hydrogène issu du renouvelable. Donc, les grandes tendances aujourd'hui, alors ça va prendre peut-être quelques décennies pour y arriver, mais c'est l'hydrogène n'a de sens que s'il est produit à partir d'une électricité décarbonée. Et ça, c'est un peu universel, on va dire, aujourd'hui. Ok, super. Donc, question suivante. Comment peut-on croire que notre avantage nucléaire pourra servir la production d'hydrogène alors que nous avons un objectif de réduction du parc? Ou bien l'objectif de 50% d'électricité nucléaire ne décomptera-t-il pas la production d'hydrogène? Alors, l'intérêt de la France, quel que soit, je dirais, le curseur où on met entre nucléaire et renouvelable, entre les 75 aujourd'hui et 50 demain, donc toute valeur intermédiaire, c'est qu'on a d'ores et déjà, et ça va continuer dans le futur, une électricité décarbonée. Vous l'avez vu sur la slide où je présentais l'empreinte carbone par rapport au reformage du gaz naturel. D'ores et déjà en France, on est vertueux. Donc, c'est effectivement un point que le ministre Bruno Le Maire a mis en évidence lors de la présentation du plan hydrogène, c'est que d'ores et déjà, grâce à notre mix énergétique, on est en capacité de produire un hydrogène décarboné sur le territoire national, donc d'avoir, en tout cas pour la production d'hydrogène, une indépendance énergétique. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, que j'évoquais, donc que Valérie Faudon a aussi évoqué dans son introduction. L'Allemagne n'aura pas la capacité à court et moyen terme de produire cet hydrogène décarboné sur son territoire, et donc elle envisage, donc de façon très très explicite dans son plan de relance hydrogène, de produire de l'hydrogène au Maroc et de le rapatrier donc sur le territoire allemand. Donc, je dirais l'originalité, la spécificité de la France, et quelle que soit l'évolution de notre mix énergétique de demain, c'est que d'ores et déjà, et pour un bon moment, on a cette indépendance énergétique sur la filière hydrogène que n'ont pas la plupart des pays. C'est-à-dire que si on regarde l'Europe, à part la Norvège et la France, il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui ont cette capacité aujourd'hui. Merci pour votre réponse. Prochaine question. Est-il possible d'utiliser de l'eau de mer pour l'électrolyse de l'eau ou faut-il de l'eau pure? Alors, il faut de l'eau pure, bien évidemment. Donc, on peut partir d'eau de mer, mais entre les deux, il faut mettre une unité de dessalement d'eau de mer.
Alors, c'est des choses qui sont, parce que je parlais du Maroc tout à l'heure, hein, donc ça a l'air facile comme ça de produire de l'hydrogène au Maroc, mais c'est quand même un pays, si vous regardez un petit peu la typologie de ce pays, d'accord, il a beaucoup d'eau de mer, mais il n'a pas beaucoup de rivières et il a un très fort stress hydrique. Donc, produire de l'hydrogène au Maroc, là où il y a du soleil, ce n'est pas forcément là où il y a de l'eau. Et donc, effectivement, une problématique dans ces pays-là, c'est à rajouter à la chaîne logistique hydrogène, la partie amont, qui est effectivement le dessalement de l'eau de mer. Mais effectivement, on peut le faire à partir d'eau de mer, mais on passe par une unité de dessalement d'eau de mer, tout à fait. Typiquement, un exemple plus, je dirais, plus concret, à plus petite échelle, ce qui a été fait sur le voilier Energy Observer, donc, qui lui a une pile à combustible à bord, eh bien, il va utiliser de l'eau de mer parce que c'est sa ressource qu'il a vraiment sur place. Eh bien, il y a une petite unité de dessalement de l'eau de mer avant de rentrer cette eau dans l'électrolyseur. La prochaine question, c'est plutôt sur les risques de l'hydrogène. Donc, quels sont les risques associés à l'utilisation de l'hydrogène à tous les stades, depuis la production jusqu'à l'utilisation finale, en passant par les stockages et le transport? Alors, le principal risque de l'hydrogène, c'est que c'est comme tout carburant, toute molécule énergétique, hein, c'est de libérer cette énergie de façon intempestive. Donc, il peut y avoir une fuite d'hydrogène et donc avec une étincelle, et puis ça peut éventuellement créer un feu hydrogène ou une explosion. Donc aujourd'hui, il y a toute une réglementation sur l'ensemble de la chaîne de l'hydrogène, que ce soit de la production d'hydrogène jusqu'au réservoir embarqué dans les véhicules. Donc, au niveau d'une unité de production ou d'un garage, une question que beaucoup de gens nous posent d'ailleurs. Voilà, moi, je suis exploitant de véhicules hydrogène, donc j'ai des garages où je vais réparer mes véhicules, je vais entretenir mes véhicules. Eh bien, est-ce qu'il y a des consignes? Oui, il y a des consignes. Il y a des consignes en termes d'architecture du garage. Donc, il y a des consignes en termes de mise à la terre de tous les équipements. Donc, voilà. Donc, il y a des consignes de sécurité. Si on les respecte, on limite de façon très, très significative le risque hydrogène. Donc, au niveau d'un véhicule, par exemple, les réservoirs, le réservoir type 4 que je vous présentais, ont été homologués. L'homologation d'un réservoir, on lui fait subir les derniers outrages. Donc, on en détruit un certain nombre. Donc, on les met en surpression, on fait du tir à balles réelles, on fait du crash test, on fait des tests de feu, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, les réservoirs sont dimensionnés de telle sorte que la plupart des modes d'accident de véhicules, un véhicule qui est pris dans un feu, par exemple, eh bien, le réservoir est conçu avec des organes de sécurité qui font que l'hydrogène va être relâché du réservoir, volontairement justement, mais à des vitesses et à des débits tels qu'on n'atteindra jamais le seuil d'explosivité. Donc il y a des réglementations, il y a toute une réglementation qui est un peu lourde parfois, et le coût de cette réglementation, c'est effectivement certains objets technologiques ont un surcoût lié effectivement à la sécurité, parce qu'ils sont durcis, c'est le cas des réservoirs par exemple, pour limiter au maximum le risque hydrogène, pour éviter, faire en sorte qu'il n'y ait pas de suraccident lié au fait qu'on va utiliser l'hydrogène. Merci. Question suivante. Quel est le taux de perte de l'hydrogène par fuite lors du transport ou du stockage? Ça dépend du mode de stockage. Ça dépend du mode de stockage. Donc, je prends souvent un exemple concret. Vous avez une voiture hydrogène, vous avez un réservoir cryogénique, donc comme je présentais tout à l'heure, la solution qu'avait développée Audi avec Opel, par exemple, ou BMW aussi. Donc, vous devez prendre le train ou l'avion. Donc, vous faites le plein d'hydrogène juste avant de prendre votre train ou votre avion. Vous laissez votre véhicule une semaine sur le parking. Donc, le plein est fait. Quand c'est réservoir cryogénique, vous revenez, le réservoir est vide. Quand c'est réservoir, alors la fuite, c'est à cause du boil-off, c'est l'effet cocotte minute que j'évoquais tout à l'heure. Si maintenant vous avez un réservoir haute pression, 700 bars typiquement, pareil, vous faites le plein d'hydrogène avant de prendre votre avion ou votre train, vous revenez une semaine après, vous n'avez pas perdu 1 gramme d'hydrogène. Super, merci pour cette réponse. Donc la prochaine question, c'est sur l'étude de cas qui a été réalisée en Corse. Donc la personne demande pourquoi ne pas généraliser ce qui a été fait en Corse. L'architecture présentée semble assez simple.
La production et l'utilisation de l'hydrogène semblent être locales. L'hydrogène est produit le jour pour être consommé la nuit pour produire de l'électricité. Dans ce cas, pourquoi ne pas généraliser cette architecture sur le territoire? Pour les questions de coût. En fait, alors déjà, le projet MIRT, c'est un démonstrateur, donc relativement, je dirais, petite échelle. En fait, il s'avère que déjà, on a deux objets technologiques qui sont un système pile à combustible, d'autre part un électrolyseur, d'autre part. Et en plus, quand on fait du lissage de pic, le taux d'utilisation de l'électrolyseur est quand même relativement modeste, relativement faible. Et donc, on a du mal à amortir. Donc, le coût, je dirais, le coût global de la filière électrolyse plus pile à combustible est relativement prohibitif aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la solution qui va se déployer le plus rapidement. Alors, il y a une variante, toujours dans le power to power, qui consisterait à utiliser cette fois-ci un électrolyseur haute température, donc qui n'est pas aujourd'hui un produit commercial, hein, il n'y a que quelques, je dirais, projets de démonstration de par le monde. L'avantage de l'électrolyse haute température, c'est que le même objet technologique peut fonctionner, il est réversible, il peut fonctionner dans les deux sens. L'électrolyseur peut fonctionner en pile à combustible, la pile à combustible peut fonctionner en électrolyseur. Donc déjà, ça veut dire qu'en termes d'investissement, de CAPEX, vous divisez par deux. Hein, donc vous n'avez pas deux objets, vous n'en avez qu'un seul. Mais aujourd'hui, ces objets-là ne sont pas disponibles sur le marché. Donc non, en fait, la raison, c'est techniquement, ça marche, c'est tout à fait faisable. Le modèle économique reste encore à démontrer aujourd'hui. Parfait. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Je remercie les étudiants Marois, Valentin et Douillet de l'aide qu'ils nous ont apportée et surtout, je remercie Thierry Priem de la patience qu'il a eue à répondre complètement à toutes les questions. Est-ce que Valérie Faudon veut dire quelques mots de conclusion? Je ne sais pas si elle est encore là, Valérie. Oui, je suis là. Je voulais remercier tout le monde, Thierry, vous tous, pour vos questions. Je pense que ça va être, comme j'ai dit, un sujet important pour nous dans les prochaines années, avec un enjeu. Pour tout vous dire, après le papier qu'on vient de sortir, on a commencé donc une collaboration avec France Hydrogène, qui est l'association des industriels de l'hydrogène. Comme vous l'avez compris, l'enjeu, il y a deux enjeux en fait. Et le premier, c'est que les usages décollent, en particulier, comme on l'a vu dans les transports lourds. Et le deuxième enjeu, c'est que notre hydrogène, que nous, on va produire avec l'électrolyse et l'électricité nucléaire renouvelable, elle soit compétitive par rapport au vaporeformage. Donc, il y a un enjeu évidemment de prix du CO2, mais il y a aussi un enjeu de compétitivité pour nous. Et cet enjeu, on a décidé avec France Hydrogène qu'on comprendrait à partir de l'étude de chaîne de valeur complète, de la production de l'hydrogène jusqu'à l'usage, et comprendre ces chaînes de valeur non seulement en termes d'ACV, d'analyse de cycle de vie, mais aussi en termes de coûts. Voilà. Et on pense que c'est en faisant ce travail-là qu'on trouvera les têtes de pont de décollage de ces usages et de ce marché pour nous. Et aussi qu'on comprendra aussi nos enjeux de compétitivité vis-à-vis de l'hydrogène importé. Quand on voit ce que dit Thierry, c'est-à-dire qu'au Maroc, déjà, il y a des enjeux, il faut mettre en place une usine de désalination, après, il faut produire l'hydrogène, ensuite, après, il faut le transporter. Et donc, ça coûte du CO2 de le transporter aujourd'hui. Et puis, c'est un coût aussi économique. Donc, il faut bien qu'on comprenne bien tout ça. Et c'est l'usage du prochain travail qu'on va faire avec donc France Hydrogène et les équipes du CEA et les équipes d'EDF. Voilà. Donc, à suivre. Je vous remercie beaucoup. Merci Valérie. Est-ce que, donc, je vous donne rendez-vous pour le 27 mai, dans une semaine, pour écouter dans le cadre des conférences de 3AF la prestation de Paul Paliès. Est-ce que lui veut dire quelques mots? Non. Bon, Oui, si, je suis là. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Patrick, Thierry, merci beaucoup pour cette fantastique conférence. Ça, je pense, passionné tous les auditeurs. C'était vraiment un point très clair
sur l'hydrogène et c'est une fabuleuse introduction pour la conférence de Paul qui aura lieu donc la semaine prochaine et qui focalisera, comme l'a introduit Thierry, sur l'utilisation de l'hydrogène, plus spécifiquement sur l'aéronautique. Encore merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à tous alors. Merci Louis. Bonsoir Paul. Bonsoir à tous. Bonne santé à tous. Merci à tous. Bonne